et tout ce que cela comporte. Toute domination illégitime est condamnée. Peu importe, est condamnée. Ça, c'est la loi géospirituelle fondamentale qui structure les relations internationales. Peu importe le temps. De manière précise. Vous voyez, quand le pays là qu'on appelle la France, l'impérialisme français, dans sa sauvagerie et sa barbarie, dans son satanisme, a éliminé Sankara. Ils ont dansé, non? Bien évidemment. Parce que bon, Satan se disait qu'avec voilà. lui, la révolution Très bien. est terminée. Très bien. Du point de vue court-termiste, oh, ils ont dansé. Sankara est mort, remplacé par Compaoré. Dans le point de vue historique, c'est la plus grosse bêtise qu'ils ont faite, puisque Sankara est mort. Vive Sankara à travers Traoré. Vive Sankara. Et maintenant, il est plus puissant. C'est-à-dire, sur le niveau du sankarisme, il est plus puissant, plus actualisé par Sankara, Ibrahim Traoré. Donc, vanité des vanités. La leçon géospirituelle qui devrait réconforter tous les Africains et booster puissamment notre engagement, devenir encore même, nous rendre encore plus radicaux. C'est ça qui est devant nous, que à chaque fois qu'on va tuer une cause juste en éliminant celui qui l'incarne, on a différé son retour et il reviendra encore de manière plus puissante. C'est ça la leçon géospirituelle. Et on espère que les impérialistes vont le comprendre, s'ils peuvent le comprendre, parce qu'ils sont maudits. Ils peuvent le comprendre. C'est ça qui est en train de se passer là. C'est ça qui se passe au Mali. C'est ça qui se passe au Niger, au Tchad, en Centrafrique. Qui va se passer? Attendez, qui va se passer au Cameroun? Depuis, j'annonce ce qui va arriver au Cameroun. Les gens passent le temps à gueuler, à insulter, oui, machin. Je ne sais pas. Attendez, vous verrez. Ce qui va se passer au Cameroun. Donc, au Cameroun, il y aura cette renaissance de Oumniobé, de Wandje, des Moumiers, d'une dimension que les gens ne vont même pas imaginer. Parce que c'est la loi géospirituelle de la géopolitique. C'est la loi géospirituelle de l'histoire. Voilà pourquoi l'impérialisme français est dans l'hystérie. Voilà pourquoi les États-Unis sont dans l'hystérie. Le président Donald Trump et l'appareil impérialiste américain incapable de lire l'événement qu'on appelle Ibrahim Traoré, qu'on appelle l'ES. Et ils vont se fourvoyer et se fourvoyer davantage. J'ai voulu insister sur cette dimension géospirituelle que les gens comprennent. C'est Sankara qui est devant vous là. En termes d'idéaux, c'est Sankara. En termes de manière de fonctionner, c'est Sankara. En termes de projection personnelle, c'est Sankara. Pourquoi vous voulez encore le plus? Sankara est là. Et on va voir, en termes de bilan, je vais lire son bilan. Vous comprenez pourquoi on va à tout prix l'assassiner? Pourquoi on veut stopper l'aventure? Pourquoi on va arrêter ça? Ils ont son bilan. Et ça va ressembler à Sankara, ce qu'il a fait en 4 ans. Sankara, en 4 ans, a élevé le Burkina Faso en termes de progrès à un niveau que le satrap de Pakoti, Compaoré, n'a pas pu égaler en 22 ans. C'est-à-dire en 22 ans, alors qu'il est venu rectifier, il n'a pas pu avoir le bilan de Sankara en 4 ans. C'est démontré, ce que je l'ai démontré, chiffré, documenté. Alors, on voit les réalisations du capitaine Traoré en 2 ans. 1. Le produit intérieur brut du Burkina est passé d'environ 18,8 milliards à 22,1 milliards de dollars. 2 ans. 2. Il a réduit les salaires des ministres et parlementaires de 30% et a augmenté ceux des fonctionnaires de 50%. Il a remboursé les dettes intérieures du pays. 2 ans. Il a créé 2 usines de transformation de tomates, les premières du pays. En 2023, il a inauguré une mine d'or ultra moderne pour renforcer les capacités de transformation locale. Il a mis fin à l'exportation d'or brut burkinabé vers l'Europe. Il a conçu la 2e usine de transformation du coton du Burkina Faso, qui n'en comptait auparavant qu'une. Il a ouvert le tout premier centre national d'appui à la transformation artisanale du coton pour soutenir les producteurs locaux. Il a interdit le port de perruques et de robes britanniques dans les tribunaux et instauré la tenue traditionnelle burkinabé. Il a fait de l'agriculture une priorité en distribuant plus de 400 tracteurs, 239 motobineuses, 710 motopompes et 714 motos pour stimuler la production et soutenir les acteurs ruraux. Il a facilité l'accès aux semences améliorées et à d'autres intrants agricoles pour maximiser la production.
La production de tomates est passée de 315 000 tonnes en 2022 à 360 000 tonnes en 2024. La production de mil est passée de 907 000 tonnes en 2022 à 1,1 million de tonnes en 2024. Ce qui lui a permis de dire à Poutine, qui avait promis de l'aide, n'est-ce pas, de fournir l'aide céréalière au Burkina Faso. Il a dit non, on n'a pas besoin parce que, comme je t'avais promis, monsieur le président, qu'on va rattraper, on va couvrir le déficit de production à la matière, ça a été fait. Et aujourd'hui, le Burkina Faso a dit au président, à la Russie, de garder, n'est-ce pas, le don que la Russie s'apprêtait à faire au Burkina Faso, comme ça avait été fait il y a quelques années en matière céréalière. Il a interdit les opérations militaires françaises au Burkina Faso. Il a interdit les médias français dans le pays. Il a expulsé les troupes françaises du territoire burkinabé. Son gouvernement a construit de nouvelles routes, élargi les routes existantes et transformé les routes en terre en routes bitumées. À l'heure actuelle, il est en train de construire le nouvel aéroport Ouagadougou, Dongxing, prévu pour 2025, capable d'accueillir 1 million de passagers par an. Il a survécu, je le répète, à 20 tentatives d'assassinat contre lui et son régime. Vous cherchez Sankara? Voilà Sankara. Voilà Sankara. Et tout ça par une mobilisation, une mise au travail, d'une manière particulière, des Burkinabés. Mobilisation des Burkinabés, n'est-ce pas? Elle est mise en travail par le charisme du président Traoré, qui fait la vraie politique, à savoir donner un élan, susciter de la conscience, la vraie politique, donner un élan, imprimer une direction, susciter de la conscience et redonner l'espoir aux gens qui se mettent au travail parce qu'ils se sont réconciliés avec l'expérience, avec l'espérance d'un monde, d'un futur nouveau dans un pays où l'espérance était morte. Dans un pays où depuis Sankara, l'espérance a été tuée. D'abord par la pacotille qu'on appelle Compaoré et tous les faux présidents élus qui sont arrivés là-bas au pouvoir et qui étaient tous les petits domestiques de la France et qui ont eu pour bilan la quasi-disparition du pays sous les coups de boutoir des terroristes. Voilà ce que l'Occident ne peut pas laisser continuer parce qu'ils savent où ça va arriver. C'est ça la trajectoire vers l'indépendance. Vous parlez là d'un bilan extrêmement élogieux. 2 ans. Moins de 2 ans. 2 ans. Mais plus grave, ce qui est plus grave, c'est que le capitaine Traoré a une capacité de communication, il a un charisme qui va au-delà de ses frontières nationales. C'est-à-dire, la jeunesse du continent, l'Afrique se reconnaît à travers lui. C'est le problème. Donc, c'est ça le panafricanisme. Nous avons vu également vivant. Ces images. Oui, vivant. Quasiment dans tous les médias occidentaux. Je vous dis aujourd'hui, si vous appelez ça média, le jour ils vont commencer à parler de lui, il faudra qu'on s'inquiète. Il est mieux que les médias occidentaux ne parlent pas de lui, c'est tant mieux. Parce que ces médias sont maudits. Ils sont des médias satanistes. Donc, quand ils parlent de quelqu'un, ça va vous impacter négativement. Donc, le président Traoré, désormais, après Mugabe, son charisme touche après Kadhafi, c'est-à-dire les voix fortes, après les Nkrumah, après la lignée de nos héros qui parlaient fort, qui avaient un discours africain global, qui parlait au nom de l'Afrique. Il y avait une parole à travers laquelle tous les Africains se reconnaissaient et qui était incarné par ces grandes figures. Ça s'est arrêté avec le président Gbagbo, etc. Mais après que nous ayons relancé ce combat-là, vous avez un chef d'État qui incarne ça. Et quand il parle, on dit voilà l'Afrique nouvelle. On le reconnaît. Quand on le voit, on voit l'Afrique qui vient, l'Afrique nouvelle. C'est insupportable pour les Occidentaux. C'est insupportable pour l'État yankee. Donc pour vous, la figure... Attendez, l'État yankee. C'est-à-dire l'État yankee. Ce n'est que l'homme des choses à venir pour vous. Oui, bien sûr. Le meilleur, c'est l'Afrique qui vient. Il n'a que 35 ans. Et il est dans une dynamique d'invention d'une véritable démocratie panafricaniste qui ne se manifeste pas par la friperie démocratique. Friperie démocratique, démocratie néocoloniale, avec des partis vendus et corrompus, mais par une nouvelle conscience historique qui émerge et qui va déboucher sur des modalités opérationnelles constituées par une nouvelle classe politique, par
l'invention de nouvelles organisations sociopolitiques, etc., dans le cadre d'une économie de la Renaissance panafricaniste. C'est ce projet qui fait peur aux Occidentaux, c'est ce projet que le président Poutine a capté. Quel est le crime que Poutine a commis? Est-ce le président Poutine qui a empêché aux Français, aux Occidentaux de capter ça, de se réconcilier avec ce vent nouveau panafricaniste? Est-ce que Poutine a interdit à quelqu'un dans le monde de soutenir le combat panafricaniste, de soutenir la nouvelle dynamique africaine? Il n'a pas interdit. Des vieux colons, des réactionnaires sont incapables, ossifiés par leur crime ininterrompu, sont incapables d'épouser le vent nouveau qui souffle sur le monde et sur l'Afrique. Et donc, ça aurait l'une des incarnations les plus puissantes, veulent faire croire que ce qui se passe avec le président Traoré, c'est le remplacement d'un ancien maître par un nouveau. Et vous avez des Français africains qui viennent vous dire que c'est incroyable. Il ne faut même pas le répondre. C'est une honte. C'est une honte. Inviter quelqu'un, lui donner les honneurs qu'il mérite à l'accompagner, c'est la colonisation. C'est comparable à la colonisation. C'est comparable au néocolonialisme. Honte, c'est une honte pour ces Africains. Honte à ces Africains français. Vous allez vous suicider. Parce que l'Afrique est maintenant là. C'est que ça commence seulement. Je vous avais averti il y a plus de 15 ans. Ça commence seulement. Et tous les présidents qui ne seront pas se mettre à la hauteur seront renversés. Les vieilleries comme les Kagame là. Tous ces gens seront balayés. Même au Cameroun, ça va changer. La différence avec les gens, c'est que quand je parle du Cameroun, je dis la vérité. Je ne vais pas aller accuser quelqu'un ce qu'il n'a pas fait. Donc nous disons, nous on parle la vérité et les gens veulent nous enfermer dans l'antibérisme primaire. Ils ne me verront jamais là-bas. Parce que l'antibérisme primaire va conduire à la défaite. Notre démarche va conduire à la victoire. Les gens le verront dans les années qui viennent au Cameroun. Ils le verront. Donc, pour terminer sur cette phase, j'étais en train de dire que les Occidentaux sont effrayés, la France, les Occidentaux, les Américains sont effrayés par cette nouvelle dynamique et ils veulent donc détruire ça, le stopper. Je veux insister, je veux donner une information capitale. Ceux qui disent que se faire escorter par les Russes, c'est une forme de néocolonialisme. C'est remplacer un maître par un maître. Que disait-il du fait que, alors qu'il se rendait en Russie, l'avion du président Traoré a été attaqué par des avions français et américains? Vous me donnez là une information? Non, c'est clair, c'est clair. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je vous dis, vous donne l'information. C'est connu dans des milieux informés. Ils ont voulu l'empêcher d'arriver en Russie. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Le président slovaque, le président hongrois a connu ça. Donc, ils ont voulu l'empêcher. Ils ont voulu l'empêcher d'arriver en Russie. Et à un certain niveau, dans l'espace aérien, les avions français et américains ont voulu stopper la trajectoire de son avion en le menaçant. Le président Traoré a demandé aux pilotes de continuer. Mais après, les escortes russes sont arrivés et ont fait fuir l'escorte des colons impérialistes criminels. Je demande donc à ces Africains-là qui disent que c'est un agent du colonialisme russe. Si on l'avait empêché d'aller en Russie, même si on avait attaqué son avion, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Ils auraient dansé en disant que voilà, un dictateur est tombé, un antidémocrate est tombé. Vous avez là des éléments majeurs qui montrent qu'un monde nouveau a émergé, avec une Afrique nouvelle qui redessine les rapports de force internationaux. Traoré a dit, c'est fini les ordres qu'on reçoit des friperies historiques comme la France, du président français, et Donald Trump. Tout à l'heure, je reviendrai sur lui pour l'avertir. Je ne sais pas qu'il va l'avertir. Donc, c'est fini, n'est-ce pas, les ordres qu'on recevait de Washington, de Paris et de Bruxelles. Quant à nos choix stratégiques, c'est terminé ça. Et que désormais, aucune force au monde n'empêchera l'Afrique de diversifier ses partenariats, mais surtout de se comporter comme une belle femme qui courtisait, pas des prétendants, choisit le prétendant qui lui sied. C'est clair. Monsieur,
accepter la cour d'un prétendant différent, d'un viol. La France a violé l'Afrique, si on peut la considérer, l'assimiler à une femme. L'Amérique a violé. Tous ce sont des violeurs. La Russie n'a violé aucun pays africain. La Russie nous dit, je reconnais votre beauté. Moi, je veux marcher avec vous. Acceptez-moi. On peut comparer ça au colonialisme français. Honte à ces Africains. Qu'ils aillent se cacher, c'est une honte. On est dans une ère où tous les traîtres africains vont échouer. Donc, il n'y a pas de comparaison. La visite, l'invitation du président Traoré en Russie consacre et célèbre l'Afrique panafricaniste nouvelle qui s'affirme dans les relations internationales et qui va chambouler ces relations en remettant l'Afrique et les intérêts africains au cœur de la géopolitique mondiale. Bravo au président Poutine qui a compris ça et qui dit je vais accompagner ce mouvement, je veux marcher avec vous. C'est de cela qu'il s'agit. Donc pas de manipulation. Trêve de manipulation, trêve de mensonges, trêve de déformation. Il faut rétablir la dynamique que porte le président Traoré et les pays de l'AES dans leur véritable sens historique. C'est la libération par l'africanisme du continent qui est en marche et rien ne va arrêter ça. Vous avez abordé la dimension. Si vous permettez, je voudrais dire que le président Biya, qu'elle allait en Russie, a été escorté. Oui. La Russie a sécurisé le vol du président Biya au dernier sommet russo-africain. Sauf que bon, le président Biya ne parle pas. Allez demander aux Russes pourquoi. Allez demander à la Russie pourquoi elle a accordé aussi autant d'importance à l'invitation qu'elle a donnée, qu'elle a servi au président Biya. Je restitue les faits. Hein. Comme j'ai cité le président slovaque, le président hongrois, j'ai dit seulement la vérité que si le Cameroun n'a pas communiqué, c'est parce que le président Biya n'aime pas. C'est un muet. C'est un muet, il ne parle pas. Ça s'est passé avec le président Biya. Donc, voilà pourquoi au sommet russo-africain de l'année dernière, le président Sassou avait essayé d'expliquer ce qui s'est passé. Mais bon, le président Biya, lui, il ne parle pas. Voilà. Monsieur le Président, vous avez abordé, pour planter le départ, des ressorts géospirituels qui ont servi à l'émergence géopolitique pratiquement de l'AES et porté au pouvoir quelqu'un comme Traoré. Vous avez expliqué dans quel contexte on situe l'avènement d'un dirigeant comme Traoré. Monsieur le Président, vous avez parlé de son bilan socio-économique. En 2 ans. En 2 ans. Comment comprendre? Là, nous abordons la dimension politique. Nous avons remarqué, quand nous avons lu l'histoire, que M. Thomas Sankara également avait lancé une révolution. Et à son époque, il parlait de révolution démocratique et populaire. Et avec M. Ibrahim Traoré, il parle de révolution populaire souveraine. Ouais. Comment comprendre ces concepts? Ben, il y a différents. Quand Sankara disait de révolution démocratique et populaire, ben, c'est la même chose. Sauf que le président Traoré a tiré les leçons de... d'un démocratisme néocolonial. Tout à fait. Des risques que porte un démocratisme néocolonial. C'est ça qui a abouti à l'assassinat de Thomas Sankara. Il était trop gentil et il croyait... Le président Sankara a méprisé, a simplifié la violence des classes qui trahissent. Et donc la figure de Comparé est l'expression historique au XXe siècle et au XXIe siècle débutant. C'est la figure historique la plus honteuse. Bon, actuellement, c'est incarné par M. Ouattara. Ils ont leur groupe là, M. Ouattara. Donc, Sankara, sa générosité historique l'a amené à assumer un destin tragique par le fait qu'il n'a pas réservé à Compaoré l'ascension qu'il méritait. C'est ça qui s'est passé. Pourtant, et on le voyait venir. Et on a vu très bien la valeur de ce démocratisme-là quand Compaoré arrive au pouvoir. Au nom de la rectification, il est arrivé, il a fait pire que Sankara. Lui, on a vu la valeur de la démocratie, c'est Compaoré. Sauf que les parrains qui ont assassiné Sankara et ont financé, encadré techniquement, spirituellement, humainement, l'arrivée de Compaoré au pouvoir dans les conditions que nous savons, ont trouvé que pendant 22 ans, Compaoré était le plus grand démocrate du monde. Je voulons démontrer cette hypocrisie. Le capitaine Traoré a tiré les leçons. Étudiant dans la révolution sankariste, il a compris que
Il ne fallait pas faire l'erreur, n'est-ce pas, de se laisser distraire par le démocratisme néocolonial. Voilà pourquoi il a dit aux démocrates burkinabés, il a dit que ici, là, il n'y a pas cette affaire-là ici. Bref, vous m'avez eu hier, vous ne m'aurez pas aujourd'hui. Vous m'avez eu hier, Sankara devant vous. Vous ne m'aurez pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il a dit non, 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 cette distraction n'aura pas lieu. Ça ne veut pas dire que c'est une dictature. Non, non, non. On est dans un processus d'invention historique. Parce que beaucoup ont Attendez. tendance à vouloir nous faire croire que c'est une forme de dictature. Oui, oui. C'est une militarisation du régime. Oui, ces gens-là ont appelé le régime comparé démocratie. Très bien. Non, on n'est pas là pour répondre à ce type d'objection. On ne gère pas ça. C'est pour couper l'herbe sur le pied. Bon, ils ne se tairont jamais, mais ils n'ont pas d'argument. On ne déjoue pas, on n'échappe pas à 20 tentatives d'assassinat si on est un dictateur sans soutien populaire, dans un contexte où, sur vos différents flancs frontaliers, vous avez des complots qui sont en permanence, comment on dit ça, fomentés contre vous. La France, les Occidentaux fomentent des complots contre vous à partir du grand démocrate mondial interplanétaire, M. Ouattara. Puis en Côte d'Ivoire, il y a la démocratie. Donc, vous pouvez, à ces gens-là, il faut tout leur reposer la démocratie de Ouattara et celle du capitaine Traoré, alors que M. Ouattara, obéissant aux ordres de ses maîtres, veut à tout prix renverser tous les jours M. Compaoré. Donc, c'est une distraction. M. Traoré, pardon. On est dans une vraie démocratie directe, la démocratie de l'invention d'un nouveau champ politique. C'est une invention historique dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Il faut donc donner à ce projet-là le temps de produire des nouvelles institutions démocratiques correspondant, n'est-ce pas, aux exigences de l'histoire. Le reste, c'est une distraction. Toujours sur le plan politique, nous avons vu que dès lors qu'il a pris le pouvoir, beaucoup de cadres de l'ancien régime de M. Damiba se sont réfugiés en Côte d'Ivoire. Et au départ, quand nous avons essayé de faire des recherches, nous sommes rendus compte que, au départ, quand Damiba prend le pouvoir après la chute de Roch-Marc Kaboré, c'était pour redresser le pays dans le sens... En démocratie, c'était une démocratie, non? Mais on était en démocratie sur Roch-Marc Kaboré. Quelques mois après, cette frange progressiste de l'armée a vu que le président Damiba, autant pour moi, n'était plus sur cette trajectoire et l'a déposé. Monsieur le Président, le jeune capitaine Ibrahim Traoré est-il un leader visionnaire? Ça me pose encore la question. La vision est en marche. Ou alors, la vision est faite chère. Non, la vision ici se confond avec le président et avec tout ce qu'il pose comme acte. La vision était en mouvement dans le cadre de cette visite, cette invitation en Russie. Et la vision est en mouvement, elle est incarnée. C'est l'incarnation d'une vision. Vision d'émancipation, vision d'indépendance et de souveraineté. Donc, vous savez, je vais vous rappeler un fait historique. Aucun pays occidental qui bavard de là n'a émergé dans le cadre d'une véritable démocratie. Les conditions de leur émergence en tant que puissance, en tant que nation souveraine, ne sont pas faites dans le cadre d'une démocratie formelle, telle qu'aujourd'hui ils veulent nous la vendre sous la forme d'une friperie démocratique. Donc, l'Afrique vit ça aujourd'hui. Il n'y a pas de démocratie sans souveraineté, je l'ai dit. Il n'y a pas de démocratie sans indépendance. La condition de la démocratie, c'est la souveraineté, c'est l'indépendance. Un pays souverain va inventer, comme un enfant qui grandit, n'est-ce pas, va inventer la forme du régime politique correspondant, les modalités institutionnelles de l'expression de sa souveraineté. Alors, pour le faire, il faut une période de transition au sens objectif du mot qui permet d'éliminer les vieilleries néocoloniales qui ont longtemps fermé l'horizon politique du pays et ont conduit celui-ci, n'est-ce pas, dans les abîmes que l'on a connus au Mali, au Burkina Faso et ailleurs. Le débat, il est là. Donc, il faut rester ferme et solide sur le plan idéologique, sur le plan de la vision stratégique. Il faut rester ferme au niveau de la mobilisation du peuple pour ne pas se laisser distraire par les démocrates, qui en réalité sont une bande de vauriens qui refusent d'assumer leur déclassement historique. Sur le plan sous-régional, le plan de la géopolitique sous-régionale, nous avons vu que peut-être 1 an ou 2 ans après, les États de l'AES sont sortis de manière groupée de la CEDEAO.
Que reste-t-il de la CEDEAO selon vous? Et tous ces plans, vous avez parlé des plans qui étaient fomentés jour et nuit. Vous avez parlé également des tentatives d'assassinat, 20 tentatives plus précisément sur la personne d'Ibrahim Traoré. Que dire donc de la CEDEAO? Que reste-t-il d'elle? Vous voulez me piéger? Vous voulez m'amener à revenir sur mon décret de dissolution? J'ai dissous la CEDEAO, je ne viens pas dessus. J'avais dit que cette dissolution va peser sur la CEDEAO aussi longtemps que possible. Donc je maintiens ça. C'est une organisation criminelle. C'est une organisation fantoche, néocoloniale, qui travaille contre l'Afrique, qui continue à travailler contre l'Afrique. Tous les déguisements qu'elle veut emprunter là. Quand vous parlez de déguisement, vous parlez de quoi? Ils font semblant de lutter maintenant. Ils dénoncent qu'il y a un attentat terroriste quelque part, ils condamnent. Ils tendent de la main, soi-disant, à l'AES. Ils ont inventé le nouveau émissaire, élu démocratiquement, pour aller amener l'AES, etc. Ce sont des fanfaronnades, des gesticulations qui roulent à contre-courant de l'histoire. L'histoire a exposé, a dénudé la CEDEAO. Dénudé la CEDEAO. Sa laideur est telle que tout Africain s'en sort aujourd'hui ne peut souhaiter que l'accélération de sa disparition historique. Mais la dialectique de l'AES et de la CEDEAO va davantage élucider la réalité de ces rapports et les gens vont comprendre que la CEDEAO, c'est une honte, comme l'Union africaine est une honte pour l'Afrique. Monsieur le Président, donc, sur le plan de la géopolitique globale, nous nous sommes rendus compte que sous l'ère Thomas Sankara, il y avait cet affrontement des deux blocs, le bloc Est et le bloc Ouest. Il n'y avait pas encore la chute du mur de Berlin. Oui. Et nous nous rendons compte qu'il y a une forme d'évolution. Et dernièrement, M. Ibrahim Traoré a tenu une forme d'interview. Dans une interview, il disait qu'ils sont contre la vision unilatérale du monde. Ils sont pour la multipolarité. Comment comprendre ce changement de contexte géopolitique? Sankara Traoré, Sankara Traoré Ibrahim est simplement en train de donner de l'écho à un des principes fondamentaux du panafricanisme renaissant, tel que nous l'avons formulé il y a bientôt 15 ans. À savoir qu'il ne peut pas avoir de démocratie en périphérie, alors qu'au centre du monde, il y a la dictature. C'est une contradiction que les démocrates africains n'ont jamais expliquée. Ils enfoncent leur tête, ils font la politique de l'autruche quand ils sont face à la réalité, quand ils sont face à ce principe structurant et paradigmatique que nous faisons ressortir pour démontrer qu'en réalité la démocratie c'est du bavardage. Mon cher Jules, comment peut-on démocratiser la périphérie quand le centre est dictatorial? Badakane pose cette question depuis 15 ans, on ne me répond pas. Et on divague dans des envolées lyriques, soi-disant démocratisatrices de nos sociétés. Le monde est dirigé par une structure dictatoriale fasciste. Et on va démocratiser la périphérie? C'est la question qu'il pose. La démocratisation véritable de nos nations dépend de la démocratisation des structures internationales et mondiales. Les deux sont liés et sont inséparables. Ils sont inséparables. Donc, nous avons dit ça depuis très longtemps que les relations internationales sont des relations de sauvagerie, sont des relations barbares. Si vous démocratisez à l'intérieur, d'après le schéma néocolonial occidental, vous ouvrez la porte au retour puissant de l'impérialisme alors que vous voulez le démanteler. Donc, il faut assumer ça de manière claire. Il faut rejeter la démocratie néocoloniale de manière frontale, et je le dis encore, et remplacer cela par une démocratie de l'émancipation, de l'indépendance et de la souveraineté, qui va moduler un ensemble d'enjeux institutionnels, je répète encore, en termes d'invention de nouvelles démocraties, n'est-ce pas, qui va réconcilier le projet démocratique avec l'émancipation économique des rapports, au niveau des rapports économiques, émanciper les sociétés au niveau des rapports économiques, n'est-ce pas, et la prise en compte de ce que j'appelle les démocraties vraies, les structures de démocratie vraies, traditionnelles et naturelles de nos sociétés. La famille, l'institution traditionnelle,
les structures réelles économiques, les micro-organisations économiques réelles. C'est la capacité d'articuler toutes ces institutions, ces micro-institutions, ces institutions traditionnelles, etc. C'est la capacité de les articuler avec un projet d'émergence institutionnelle digne de ce nom qui va favoriser l'émergence, la création, l'avènement d'une véritable démocratie en Afrique. Ce n'est pas d'aller recopier, mais d'aller revêtir la friperie comme vous nous imposez. C'est quand même extraordinaire. Les idéologues de la démocratie occidentale, les théoriciens de la démocratie et les promoteurs de la démocratie, les Achille Mbembe, des gens comme ça, nous disent que pour changer l'Afrique, il faut la démocratiser. Mais c'est incroyable. C'est quoi ces erreurs, c'est quoi cette ignorance historique qui fait croire qu'on peut démocratiser un pays sans s'attaquer à sa structure économique? C'est-à-dire, on peut démocratiser la société et séparément de la nécessité de renouveler et d'émanciper les rapports socio-économiques. Comment c'est possible? Comment on peut séparer la démocratie, le projet démocratique, avec la nécessité de démocratiser l'économie, de décoloniser la culture et de décoloniser la société? Comment c'est possible? Comment on peut faire ça? C'est une bêtise, c'est la sorcellerie. La démocratie, où on démocratise tout, où on démocratise rien. Vous pensez donc que c'est pas séparable. Ces intellectuels, entre guillemets. Vous les appelez quoi? Ces intellectuels, non, sont des académiciens des universités. Oui. Il faut être précis sur les thèmes. On voit ce qu'ils valent. Bon, en passant, tous les diplômés ne sont pas bêtes. Hein. Je ne généralise pas ça. Mais ce que la France met en avant, ce que les Occidentaux mettent en avant, non seulement ils sont bêtes, mais ils sont des traîtres. Ils sont des traîtres. Le modèle, la figure achevée de l'intelligentsia traîtresse, néocoloniale, vaurien, Achille Mbembe, c'est lui. Parce que bon, quand on parle de l'Afrique, il faut démocratiser l'Afrique. Et il prend l'Afrique pour aller à Macron. Et Macron est le tuteur de la démocratisation de l'Afrique, du changement en Afrique. L'Afrique, on a même vu ça. C'est la honte de la honte. Vous voyez que les démocrates africains, quand on analyse le contenu de leur projet, ils ne sont même pas capables de réconcilier les enjeux économiques, les enjeux démocratiques institutionnels et les enjeux de société qui sont fondateurs. Comment Mbembe peut prendre Macron, faire de lui le président de l'Afrique, le réformateur de l'Afrique, l'instituer comme tel, en fermant les yeux sur qui est Macron, sans répondre à la question fondamentale qui est de savoir si Macron c'est un être humain ou c'est une espèce encore à définir. Puisque M. Macron fait la promotion de LGBT à outrance. Il va dans les salles de classe enseigner aux enfants de 4 ans la sodomie, enseigner aux enfants la fellation. Bref, il y a tout un programme que M. Macron porte, n'est-ce pas, qui est un programme de liquidation, de déclassement de la parenté et d'émancipation des enfants, des mineurs de la tutelle parentale. Disparition de la famille. Comment peut-on concevoir un projet démocratique qui ne considère pas la famille comme étant centrale dans la définition de cette démocratie-là? Vous voyez comment le projet démocratique des démocrates africains est d'une pauvreté à faire pleurer un animal. C'est d'une misère, pas possible. Elle n'a aucune profondeur historique. Elle n'a aucun enracinement dans l'histoire de nos sociétés et nos valeurs. Aucun enracinement. Donc, voilà pourquoi nous disons que il faut déchirer la friperie, brûler ça au feu, jeter ça loin, c'est de la saleté, ça sent mauvais. Il faut jeter une matrice historique, révolutionnaire, qui va féconder l'avènement de nouvelles sociétés qui auront libéré la culture, qui auront libéré les leviers de production de notre culture, à savoir nos traditions, nos nouvelles valeurs, nos valeurs nouvellement modernes, je dis bien nos valeurs nouvellement modernes, qui vont libérer dans les leviers de la culture, les leviers par lesquels on construit une société en étant libre, et les leviers de libération de l'économie avec je répète encore, l'invention de la démocratie. Le chantier de l'invention démocratique n'est pas terminé. La démocratie n'est pas née avec l'Occident, elle finira pas avec l'Occident, il faut arrêter ça.
L'Occident n'est pas l'horizon indépassable de la démocratie. Il faut arrêter ça. Il faut inventer les sociétés nouvelles. Ça prend du temps, mais le chantier de l'invention de sociétés nouvelles, de l'invention de nouvelles modalités de gouvernement, c'est ça le panafricanisme, hein, est ouvert. Il est neuf. Et le président Traoré est un ingénieur. Alors, un premier ingénieur de cette société nouvelle. Voilà. Monsieur le Président, sur le plan géostratégique, Mmh. vous avez parlé là que l'Afrique est en train de s'inventer tout azimut. Nous avons observé... Sous la présidence intellectuelle et philosophique du panafricanisme. Monsieur le Président, nous avons observé que M. Traoré, lors de sa prise de pouvoir, a opéré une forme de réorganisation stratégique de l'armée. Et il a créé de nouveaux bataillons d'intervention rapide. Ça nous a rappelé un peu ce qui se fait ici au Cameroun. Et lors d'une interview, il a parlé de sa coopération militaire avec la Russie qui va s'approfondir. Monsieur le Président, tout récemment, il y a un général américain qui a fait une sortie publique pour fustiger le leader burkinabé et l'accusé de se servir sur les fonds souverains burkinabés pour protéger son régime. Et lors de cette interview, M. Ibrahim Traoré est revenu sur lui. Et ce qu'il a fustigé quelque chose, il a dit, ce qui me fait mal, ce qui est regrettable, c'est que c'est toujours les Noirs qu'on met en avant. Comment comprendre que les autorités américaines soient agressées? Vous avez dit que vous voulez revenir sur la figure de M. Donald Trump. J'ai expliqué, ce n'est pas l'agacement, c'est la peur. C'est une réaction qui est propre à l'impérialisme, à la sauvagerie particulière des Yankees. Le mot Yankee, là, ils ne sont pas savoir. Quand il n'y a pas de Yankees, ça doit renvoyer à une culture qui est propre à l'État américain. C'est-à-dire, le Yankee, c'est un tueur. C'est-à-dire que quand il trouve quelqu'un dans ton territoire, il t'abat et il jouit de ça. C'est un sauvage. Lui, c'est le règne de la force. C'est un aventurier. Il considère qu'à partir du moment où il a ses intérêts à satisfaire, tout ce qui est en face de lui ne doit pas exister. Il trouve de la jouissance en éliminant ça par les voies les plus barbares de la sauvagerie. C'est ça le Yankee, le Far West. Donc, pour l'État américain, le Far West n'est pas terminé. Ils ont liquidé les Indiens. L'Afrique, c'est un Far West. Il faut comprendre ça. C'est la lecture de l'État profond américain. Alors, quand Donald Trump vient parler d'esprit pionnier, de relancer l'esprit pionnier américain, l'Afrique doit bien examiner ce que ça veut dire. Nous avons soutenu Donald Trump. C'est un soutien dialectique. On est dans la haute géopolitique. Le fait de l'avoir soutenu ne veut pas dire que on va le laisser faire n'importe quoi à l'Afrique. Nous allons percer ses deux yeux s'il continue à jouer avec l'Afrique, Donald Trump là. Nous l'avertissons, hein. C'est-à-dire que sur le plan spirituel, s'il continue, nous on va faire ça. On va faire ça. Bon, quand il dit percer tes deux yeux, c'est pas la violence physique, c'est spirituel. On va se faire spirituellement. Comment l'a fait avec les Français, voilà, comme l'a fait avec la France et les autres. Tout à fait. Donc c'est ça l'Amérique. L'esprit pionnier de Donald Trump, quand il dit de revenir dessus, il faut que sur le plan de la perspicacité idéologique et intellectuelle, on analyse ce que ça veut dire. L'esprit pionnier, à partir du moment où il n'y a plus de Far West et d'Indiens liquidés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nouvelle passion géopolitique américaine va être d'étendre le Far West à l'Afrique, parachever le Far West en faisant de l'Afrique un nouveau Far West, cette fois-ci en utilisant les armes de la technologie, les armes commerciales, etc., pour éliminer l'Afrique. C'est ça. Il ne faut pas... On ne comprend pas ce qu'a dit ce petit supplétif de pacotille qu'on appelle l'anglais, et sur lequel je vous ai demandé de ne pas vous attarder. Il ne vaut rien. Pas attarder. C'est l'autre Obama. Il faut voir ses patrons. Donc on ne comprend pas ça. Si on n'inscrit pas ça dans la nouvelle dimension de Far West que Donald Trump définit quand il parle du retour de l'esprit pionnier. Donc, il faut bien comprendre. L'esprit pionnier américain, c'est un esprit génocidaire. Quand il met devant la figure de Jésus-Christ, c'est un Jésus-Christ génocidaire, version américaine, qu'il met en avant. Donc, c'est dans ça qu'il faut inscrire ces nouvelles dimensions. Et l'obstacle objectif fondamental puissant contre la réussite de ce projet, c'est le panafricanisme, mon cher Jules, renaissant, incarné par M. Traoré et l'AES, pour ne citer que ça. C'est ça le conflit. L'anglais exprime ça sur les modalités d'un discours. Sur les modalités d'un discours. C'est-à-dire, il y a une rhétorique consacrée aux États-Unis quand on va aller détruire un pays. On cherche les pouces sur la tête. D'un chauve, hein. D'un chauve, les poux.
Alors, l'époux, c'est quoi? C'est qu'il gère mal son pays, il vole l'argent du pays, il pille les ressources. Mais toi, l'anglais, Pourtant, petit, non, petit supplétif. Mais écoutez, vous me coupez, attendez, je vous dis. Petit supplétif militaire américain, là, les petits généraux des pacotiers, tu es qui pour parler à Traoré? Tu es qui pour juger Traoré? Tu es burkinabé, tu sors d'où? Il faut d'abord te soigner de toutes les misères de la société américaine. Une société sans perspective. Une société que le capital a tuée. La cupidité a détruite. Il y a quelle valeur aux États-Unis? Il parle de quoi? Nous, on connaît les États-Unis. Nous ne sommes pas des petits Africains qui rêvent tous les jours et veulent devenir Américains par une loterie, non, même pas honte. Non, on n'est pas dans ça. Nous, on connaît l'Amérique, c'est qu'elle vaut. Ce sont des pays morts. Donald Trump l'a dit. Il le dit tous les jours. Ce sont des pays morts. C'est fini, ça. Il n'y a rien là-bas. Il y a quoi? C'est un pays qui vit artificiellement sur le dos du monde. L'anglais, quand on parle de bonne gouvernance, mais qu'il a la bombe aller devant l'Amérique. L'Amérique est l'État le plus mal géré au monde. Vous voulez enlever le privilège du dollar, il devient moins qu'un pays du tiers-monde. C'est une erreur même d'appeler ces pays-là avancés. Ceux qui appellent ces pays avancés sont dans l'erreur. Et c'est ça nos intellectuels, pays avancés. Ils sont pays avancés quoi? Je ne sais pas si le fait d'être expert dans le vol et le crime. Attendez, est-ce qu'être expert dans le vol et le crime fait de vous un homme avancé? C'est de cela qu'il s'agit. Sauf si on ne connaît pas les ressorts qui ont présidé à la domination du monde par l'Occident. On ferait un jeu, si vous voulez, on ferait une émission sur les ressorts qui ont hissé l'Occident là où il s'est hissé. Ne pas être un expert dans le crime et le vol, c'est pas être faible, c'est être avancé. C'est une question de temps. Vous voyez comment leur illusion les rattrape. Vous relancez toujours sur cette question géostratégique. Vous avez parlé de l'Occident qui a peur, en l'occurrence les États-Unis, avec cette montée en puissance que l'on observe dans l'AES. Monsieur le Président, est-ce que c'est ça qui est la preuve que les choses bougent? Parce que nous voyons en Ukraine, l'Ukraine a été pratiquement abandonnée. La Russie a battu pratiquement tout le temps. Abandonnée par qui? Elle était là-bas où? Par ses alliés. Ah, okay, ses alliés occidentaux, en particulier les États-Unis, la France. Il y a plus grand crime contre l'humanité que ce qu'on vit en Ukraine, où des Occidentaux, les puissances américaines, la puissance, l'OTAN décide d'assassiner une population, de la faire disparaître par les modalités assez sophistiquées de mensonges, de crimes, de génocide, quasi-génocide, où on organise la disparition des Ukrainiens pour prendre leur sous-sol en créant une guerre, un conflit, en obligeant la Russie à se défendre. Il n'y a pas plus grand crime contre l'humanité que ça, comme ils l'ont fait avec le Covid. Bon, l'élite ukrainienne est représentée par quelqu'un qui joue au piano avec son sexe. Bon, mais écoutez, moi, je n'ai pas de commentaire à faire à ce niveau. Ça doit simplement nous réveiller, nous les Africains, qu'il ne faut pas fricoter avec l'Occident décadent. L'avenir, ce n'est plus l'Occident. Notre avenir ne se conjugue plus avec l'Occident. La meilleure manière de sauver l'Occident, c'est de s'émanciper d'eux. C'est de couper le cordon ombilical. C'est la meilleure chose que nous pouvons. L'apport de l'Afrique à la guérison de l'Occident, c'est la rupture radicale avec l'impérialisme occidental, rupture avec le néocolonialisme occidental, rupture avec le globalisme. Le globalisme, n'est-ce pas, tel qu'ils veulent l'opposer, tel qu'ils veulent nous imposer. Vous savez, avant l'affaire de l'anglais là dont vous parlez, vous vous rappelez de cette loi qu'on a votée dans une des chambres américaines, a voté à savoir, qui criminalisait les relations avec la Russie. Oui, nous savons. Bon, c'est passé comme ça. Sous le silence, tout à fait, sous le silence des démocrates africains. À la limite, ils ont même dit que c'est une bonne chose, qu'il faut nous recoloniser parce qu'on est des singes, on est des vauriens. On a laissé, les Africains sont restés silencieux, les intellectuels là, qui a dénoncé ça, sont restés silencieux. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que le niveau d'abaissement, de rétrogradation dans les conquêtes que l'humanité a obtenues, dans sa volonté de civiliser les relations internationales, vous imaginez ce que ça signifie en termes de recul? Qu'un État se lève et dise, je vous interdis, vous, de commercer avec la Russie, de faire de la Russie votre ami au début du XXIe siècle. Ça, c'est le Far West. C'est ça le yankéisme politique, le yankéisme étatique. C'est ça, Yankee. C'est une barbarie qu'on ne peut pas accepter.
On ne négocie pas avec eux. On va détruire ça. Il faut se lever avec rage contre un tel projet américain. Avec rage. C'est pour ça qu'une fois de plus, nous avertissons M. Donald Trump. Nous avons les armes spirituelles d'une nature inconnue dans le champ de la géopolitique mondiale. Ceux qui sont vigilants ont vu la puissance de cette arme-là. Donald Trump a dit que Dieu l'a préservé parce qu'il avait, il venait effacer les conséquences de l'État profond et l'État profond aux États-Unis et dans les relations internationales. Alors, s'il commence cette histoire-là où il va attaquer à la vie du président Traoré, où il va attaquer les Africains, nous intimider, il va périr. J'avais dit que le sort de Donald Trump dépend de sa relation qu'il va imprimer avec l'Afrique. J'avais dit ça. J'avais dit ça. La relation qu'il va imprimer à l'Afrique, c'est ça qui va dépendre. C'est ça. Son sort dépendra de ça. Je vais aller même plus loin. Le sort des États-Unis. Que les gens notent ça, hein, qui me suivent. Le sort des États-Unis va dépendre de sa capacité à repenser un nouvel avenir dans une relation avec l'Afrique, libérée de tous les oripeaux, de la sauvagerie et de la barbarie du Far West. S'ils en sont incapables, ben ils disparaîtront. Donc, qu'ils arrêtent ça. D'abord, ils ne peuvent même pas attenter à la vie de... Pourquoi je comprends tout ce génie à cette chose qu'on appelle comparer? C'est-à-dire que chaque fois qu'ils vont comploter contre le président Traoré, ils vont voir ce qui va se passer. Ils ont comploté, ça a boosté, ça a renforcé son charisme, ça a renforcé son aura. Et son aura au-delà des races, c'est-à-dire que vous avez plein d'Américains blancs qui ont soutenu ce vous avez plein d'Américains, il faut visiter les sites aux États-Unis, plein d'Américains ont soutenu Traoré, ont dénoncé le comportement de Langley et de Trump. Beaucoup d'Américains. En Europe, beaucoup, hein, ailleurs. Donc, il n'est pas seulement une icône africaine. Traoré est en train de devenir une icône mondiale. Une icône mondiale qui symbolise les aspirations pour un monde nouveau. Le monde nouveau débarrassé de l'impérialisme, débarrassé du globalisme, etc. C'est ça, il incarne tout ça. Donc, le trumpisme n'aura aucun avenir. Non seulement aux États-Unis, même dans le monde, si M. Donald Trump s'amuse avec l'Afrique. Quand on a lui dit ça, et ça va lui arriver, ça n'a aucun avenir. Et s'il s'amuse avec l'Afrique, s'il s'amuse avec les présidents africains, et en particulier ceux de l'AES, il va périr. Alors il verra donc le vrai visage du vrai Dieu, qui n'est pas américain. Dieu n'est pas américain. Dieu est pour l'humanité, il n'est pas pour une nation. Dieu au-dessus de tout ça, le vrai Dieu. Donc voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cette affaire de Langley. Mais quant à Langley, oubliez-le. C'est un petit supplétif militaire qui exécute les autres. Nous tendons déjà à la fin de cette émission. Nous abordons là le volet diplomatique. Nous avons remarqué, lors de ce 80e anniversaire, une forme de ballet diplomatique. Autour de M. Traoré, nous avons vu la figure Maduro. Oui. Nous avons vu... Qui va venir au Burkina. Une délégation chinoise. Maduro qui va venir. Donc nous voyons là une forme de constellation de cette multipolarité autour de l'Afrique. Comment comprendre cette symbolique, M. le Président? L'Afrique va devenir très belle. Le renouveau géopolitique mondial se joue autour de l'Afrique. Ça, c'est pas une révélation, c'est un principe géospirituel que nous annonçons là. Le renouveau géopolitique mondial n'a pas pour axe central, je répète, hein, ni la Chine, ni les États-Unis, ni même la Russie. C'est l'Afrique. Et plus les jours passent, vous voyez comment l'Afrique devient belle. Belle parce qu'elle est dépositaire de toutes les matières premières. Les matières premières et les matières premières rares. Les métaux rares qui sont le cœur dynamique des relations géopolitiques internationales et des relations géoéconomiques internationales. Je voudrais prendre pour exemple, vous avez vu la beauté d'un pays comme la RDC. Je vais être concret. Vous voyez comment une vieillerie comme Kagame, petit instrument maudit. C'est un chef d'État, vous ne pouvez pas l'appeler vieillerie. Bon, il est un chef d'État, tous les traîtres sont des chefs d'État, ces gens-là. Obama a été chef d'État, tous ces gens-là sont des chefs d'État. Des criminels qui tuent par centaines de milliers sont des chefs d'État. Donc, Kagame, c'est une honte.
Il fait honte à l'Afrique. C'est-à-dire que, vous voyez comment, dans sa folie, et ne pouvons pas réfléchir au-delà du vieux monde, il a cru qu'on était encore dans le vieux monde. Il allait envahir Goma et Bukavu. Il n'a pas compris que dans la nouvelle géopolitique, la géospiritualité fait que le vrai Dieu va pousser les fous à rester dans les vieux comportements, désormais déclassés, Dans la vieille géopolitique. la vieille géopolitique, et elle les sera mortelle. Aujourd'hui, il est où? Vous voyez la beauté de la RDC, comment le président Tshisekedi a compris. Il a très bien senti ça. Il a joué sur la diplomatie et en vantant la beauté de la RDC, à savoir le fait que sur le pays, il a les matières premières, les métaux rares. On n'en peut finir. Voilà, qui sont la variable principale, désormais, de l'économie mondiale. Mais l'Afrique a tout ça. Mais l'Afrique a aussi le refuge démographique du monde, c'est l'Afrique. C'est le seul continent qui, dans ce qu'on appelle la dividende démographique, d'après le jargon international reconnu, la dividende démographique qui fait que la population augmente en demeurant jeune. La plus jeune population au monde, c'est en Afrique. C'est un continent qui, historiquement parlant, est le plus, en même temps, rarement vu dans l'histoire. C'est le continent le plus vieux, berceau de l'humanité, ancêtre de l'humanité, etc., en même temps le plus jeune. Vous avez vu ça dans l'histoire? Donc, autant d'atouts qui font de l'Afrique la plus belle femme au monde. Si vous me demandez pourquoi, qu'est-ce qui attire? La beauté. L'Afrique est belle. Malgré tout ce que l'Afrique a subi, malgré les coups qu'elle a reçus, malgré les coups que lui donnent ses propres enfants, l'Afrique est belle. Parce que le vrai Dieu, c'est mon continent chéri. Quelqu'un a dit que le monde a commencé en Afrique, l'être humain est né en Afrique, a commencé en Afrique, la civilisation est née en Afrique, etc. Il est normal que, alors que l'humanité se retrouve à un carrefour où il ne sait pas là où aller, mais c'est de l'Afrique qui va monter le chemin. Donc, toutes ces choses-là que les gens font, c'est parce qu'ils n'ont pas une véritable connaissance de ce qui se passe au niveau mondial. Le président Traoré incarne ça. Le retour de l'Afrique au premier plan, je parle français, au premier plan de la géopolitique mondiale. Je n'ai pas dit je dis premier plan. C'est l'Afrique qui va monter le chemin à la géopolitique mondiale. Parce que voyez-vous, mon cher Jules, la vieille géopolitique, à cause de sa conception intriquée des rapports de forces internationaux, a développé les forces de destruction de l'humanité comme jamais auparavant. L'humanité est en capacité de s'autodétruire par l'humanité. Une vieille humanité incarnée par l'Occident et sa géopolitique criminelle. C'est ça. Alors, la puissance pour la puissance nous a conduit là où on se trouve. Le continent qui n'a pas développé la puissance se retrouve être le seul continent, et sa population faisant, qui peut inventer la nouvelle géopolitique mondiale. Parce que sa puissance, justement, c'est de ne pas être puissante. Je répète, sa puissance, justement, c'est le fait de ne pas être puissant. C'est à ce niveau que nous opérons. C'est à ce niveau que la géospiritualité opère. Et tout le monde va comprendre ça en ayant déjà subi ça. C'est pour ça que je dis que l'Afrique est en première ligne, contrairement aux apparences. L'Afrique est en première ligne. Et le président Poutine, son génie, c'est d'avoir compris ça. Ça va faire l'Afrique. Non, c'est là où il a largué les Occidentaux, la France. Un pays et un État déclassé. Un État sclérosé. Un État sans ressort. Rongé par ses crimes. Détruit par les asticots qu'elle a accumulés à l'intérieur et qui la rongent. Elle est incapable de se projeter dans le monde nouveau. Pareil pour l'Europe. Pareil pour le vieux Occident, qui est dévasté, dégénéré, comme je l'ai dit, par les génocides qu'elle a accumulés au long de l'histoire, par la cupidité et la haine de l'humain.
l'incapacité à assumer l'humain. Poutine a compris ça. Poutine dit non, 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 nous on est les humains. La Russie est un pays humain, au sens noble du terme. La Russie essaie de retrouver les valeurs originelles qui l'ont fécondé. D'où le fait de dire qu'en Russie, désormais, LGBT égale terrorisme. C'est une affirmation puissante. Alors, les idiots comme les garés de l'Élysée, ils appellent progressisme l'extinction de l'espèce humaine par toutes sortes d'artificialisation et de technologisation de la vie. Ils appellent ça progrès. Non, le véritable progrès, c'est la réaffirmation des valeurs qui promeuvent et sauvegardent l'espèce humaine dans son côté spécifique. C'est ça, le véritable progrès. Le progrès, c'est pas la profusion des gadgets, ce n'est pas l'intelligence artificielle. L'outil n'a jamais été la mesure du progrès. Le progrès, c'est le développement des forces productives, mais qui préservent, qui font la promotion de la seule mesure qui vaille, l'être humain. Je ne dis pas l'homme. Attention, l'être humain. Parce que l'homme, c'est l'humanisme occidental. C'est l'humanisme occidental qui a tué Dieu, l'a évacué, n'est-ce pas, de la matrice de la vie humaine et a remplacé Dieu par un homme, mais qui est en réalité Macron, les Trudeau, tous ces gens-là, tous ces reptiliens qui ont théorisé l'extinction de l'être humain. C'est très important. Donc le progrès, il est là. Et Poutine a compris ça. Il n'y a pas de meilleur endroit au monde où cette idée de l'homme, la sauvegarde de l'espèce humaine, la sauvegarde de l'être humain dans la crainte du vrai Dieu, trouve un terrain propice, c'est l'Afrique. Nous allons donc terminer avec cette dernière question, Monsieur le Président. Quelles sont les perspectives pour ce combat panafricaniste? Vous avez mené ce combat depuis au moins 15 ans et en l'espace de 15 ans, nous voyons des fruits qui abondent de partout. Il suffit qu'à voir la figure d'Ibrahim Traoré et avec l'escorte que son avion présidentiel a reçu qui a rendu tous les Africains fiers, dignes. Monsieur le Président, quelles sont les perspectives Mais d'abord, cette nouvelle étape du panafricanisme? D'abord, le défi, ça a été d'arrêter le projet de recolonisation de l'Afrique, inauguré par l'arrivée au pouvoir de la plus grande catastrophe de tous les temps de l'histoire de l'Afrique. Le truc qui est en Côte d'Ivoire, là, il fallait d'abord arrêter ce projet de recolonisation. Deuxièmement, ça passait par la priorisation des aspects sécuritaires, tel que nous l'a imposé les terroristes, qui est un agenda géopolitique occidental fabriqué par les Américains, repris par les Français, etc. Donc, il fallait d'abord relever ce défi. Ça a permis qu'on insiste beaucoup sur les aspects sécuritaires, souverainistes au sens du principe politique. Mais en fait, c'est une transition vers l'avènement du véritable nouveau panafricaniste dont les transitions actuelles, comme on voit au Burkina Faso et ailleurs, préparent le terrain. Parce que grâce à ces transitions-là, nous mûrissons profondément ce qu'on appelle le panafricanisme, le gouvernement. Les conditions concrètes qui vont favoriser l'émergence mûre et qualitative du panafricanisme d'État, de gouvernement, sont en train d'être réunis. Parce que le rôle historique de l'AES, pour ne parler que de l'AES, du président Touadéra, ce qui se passe au Tchad et même au Cameroun, le rôle historique, ça a été de préparer les conditions concrètes pour que, n'est-ce pas, les vicissitudes d'un panafricanisme de gouvernement, première version, aux prises avec la réaction impérialiste française, occidentale, etc., que cela nous amène à maturer le vrai projet panafricaniste dans tous ses aspects intégrés. C'est-à-dire panafricanisme économique, panafricanisme culturel, panafricanisme sociétal, civilisationnel, géopolitique. Ce que j'appelle le panafricanisme du XXIe siècle. C'est un tout intégré. C'est un tout intégré. Ce n'est pas une partie du projet qui est priorisée, une espèce d'écartèlement du projet. C'est un tout. Le président Traoré est l'avant-garde, la figure qui annonce ça. Le président Assimi Goïta, le président Tchani, etc. Ce sont des figures qui annoncent. Mais ce qui arrive est encore plus fort. Ce qui arrive est encore plus fort.
savez, j'avais dit, cette année, au commençant, j'avais dit que cette année, c'est l'année de l'accélération du projet panafricaniste. Vous vous souvenez? Très bien, sur ce plateau même. Le président Traoré accélère le projet panafricaniste. Il mûrit le projet panafricaniste. Il affirme dans une dimension de renouveau qui réconcilie l'ancienneté de l'Afrique et sa juvénilité. Sa juvénilité. Le meilleur est en chemin. Je ne dirai pas plus. Et c'est sur ces propos que nous mettons un terme à ce direct spécial consacré au Burkina Faso, notamment à son président illustre, le capitaine Ibrahim Traoré. Chapeau, chapeau, monsieur le président. Merci vraiment beaucoup pour ces analyses tellement riches, tellement profondes. Nous disons merci à toute l'équipe technique qui a préparé cette émission. Nous disons merci à nos internautes qui nous ont suivis de manière religieuse. Ils étaient extrêmement nombreux. Une première sur nos plateformes. Je les salue. À nous revoir pour une nouvelle édition. Je vous en prie. En direct sur les plateformes NMP officielles, la chaîne YouTube. À bientôt. Nous saluons YouTube.